Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage avec Jacques Cheminade. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. Alors donc on va parler aujourd'hui de la loi sécurité globale, voir qu'est-ce que ça veut dire pour notre pays, pour la sécurité vraiment des Français. On a vu récemment Castaner qui a un peu couaqué puisqu'il a affirmé qu'ils allaient réécrire l'article 24. Donc on sent qu'il y a un peu de tension dans le gouvernement chez les députés de la majorité. Est-ce que vraiment cet article 24 c'est le seul problème de cette loi sécurité globale? Non, la loi sécurité globale elle-même n'est pas le seul problème. Le problème, c'est l'accumulation de textes dans un état d'urgence sanitaire et un état d'urgence antiterroriste, de textes qui restreignent, limitent, rognent les libertés publiques. Et c'est systématique. C'est systématique bien avant la pandémie et c'est, on peut dire, une dynamique qui porte atteinte de façon un peu désordonnée, je dirais. J'appellerais ça une chienlit autoritaire, qui porte atteinte aux libertés publiques et qui a commencé avec le code de déontologie de Manuel Valls, qui mentionne la défense des institutions et des intérêts nationaux en effaçant tout doucement le mot république. Donc ça commence là. Alors, je signale que tu as donc fait une déclaration récemment. Je vais la mettre à l'écran. Donc, c'est sur donc arrêtons la dérive autoritaire. On a une belle image de Didier Lallemand. Tu vas peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs c'est plutôt ces gens-là qui sont le problème, l'allemand, Darmanin, plutôt que en fait la police en général. Mais justement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est cette question de la sécurité comme un tout. Tu essaies d'expliquer que la sécurité publique globale, finalement, elle doit aussi avoir un lien avec la sécurité économique, sociale et de l'emploi et de l'éducation. Donc peut-être que tu veux développer là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, il ne s'agit pas de personnes. Et le préfet allemand, le préfet de police de Paris, euh, disons, est une sorte de symbole d'un ensemble de choses. Et la préfecture de police de Paris, avec ses pouvoirs exorbitants, elle-même est un symbole. Donc, évidemment que ces choses-là sont inacceptables. Mais beaucoup plus, et bien plus, il y a des États à l'origine des choses, des États qui se sont soumis à l'autorité des banques centrales, et on le voit aujourd'hui, qui sont soumis à une mondialisation financière. Ce n'est pas la mondialisation qui est le problème, c'est le fait qu'elle soit financière et qu'elle soit imposée par une oligarchie. Et cette oligarchie, comme l'a défini Platon, est une classe de propriétaires qui se définissent par l'avoir, parce qu'elles ont, parce qu'elles possèdent. Et Platon dit, c'est des bourdons de la race humaine, beaucoup plus nocifs que leurs pareils de la gens ailés, parce que armés de dangereux aiguillons. Et la police a été transformée en ces aiguillons, au lieu d'être quelque chose qui est absolument nécessaire à l'ordre républicain, mais comme instrument de tranquillité, de prévision qui empêche les délits et qui travaille avec les autres institutions. Alors évidemment, c'est là qu'on arrive au dévoiement du mot de sécurité publique. La sécurité publique, qui est une partie intégrante de la sécurité nationale, de ce qu'est une nation, de ce qu'elle doit offrir au monde, en quoi elle doit être exemplaire, va avec de pair et de façon, elle s'intègre à la sécurité sociale, à la sécurité de la vie en société et à la justice sociale, à la sécurité économique, à la sécurité dans l'éducation, à la sécurité dans une culture, une vraie culture républicaine de la vie et de la découverte. Et là, on sépare les choses et on fait de la sécurité publique comme si c'était une chose en soi. Et on en arrive à un système où on oublie que la notion de bien public, c'est la notion d'assurer à tous qu'on ne fait de mal à personne. C'est ce que dit Platon lui-même. Hein. Ceux parmi les hommes à qui on fait du mal deviennent nécessairement pires. Et là, en restreignant la police dans ce système, de façon, je dirais, intrinsèque à ce système, à des opérations de répression, en la cantonnant au répressif, on crée les conditions où elle devient l'instrument que
les Français, sur lesquels les Français doutent. Ce ne s'agit pas des policiers. 90% des policiers font avec beaucoup de courage et de façon euh, euh, parfois admirable leur tâche. Il y a 10% de gens qui, disons, dérivent, qui dévoient cette idée de police. Et il y a surtout au sommet quelque chose qui donne des instructions, d'ailleurs de façon désordonnée, qui vise à conserver un pouvoir et le pouvoir de cette oligarchie en place. Ça, c'est le véritable problème. C'est une oligarchie financière qui est intrinsèquement, par définition, puisqu'elle défend constamment son avoir, qui est intrinsèquement répressive. Sa fortune est dans l'avoir dont elle s'efforce d'empêcher que les autres s'emparent. Ça, c'est pas la République. Alors on va revenir justement sur ce pouvoir des banques centrales et de l'oligarchie financière. Mais avant ça, je voudrais qu'on aille vraiment dans le cœur du sujet, qui est ces lois finalement de sécurité globale que toi tu en as listé trois dans ta déclaration. Et finalement, tu amènes l'idée il y a un délit d'intention qui est vraiment ancré dans les textes. Et je voudrais que tu développes un peu là-dessus. Bien, c'est le cas dans la loi de sécurité globale de son fameux article 24, sur lequel on a concentré l'attention, peut-être pour la distraire du reste. Cet article 24 dispose que seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sera puni le fait de diffuser des images d'un policier ou d'un militaire, c'est-à-dire d'un gendarme, dans le but manifeste, je lis, qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, et on a ajouté sans préjudice du droit d'informer. Du droit d'informer. Donc, ça veut dire que il faudra interpréter s'il y a une intention malveillante ou bienveillante. Et là, c'est l'intention. Et qui mesurera cette intention? Ce sera, par exemple, la police qui pourra dire, voilà, je ne sais pas quelle est son intention, il m'a pris en photo, je le conduis au poste, éventuellement, je le mets en garde à vue. Donc, voilà, la possibilité de dérapage. Alors, Et maintenant, le fait que Castaner se dise qu'il faut le réécrire, ça va changer quelque chose à ça? j'en sais rien, oui, probablement, mais pas sur le fond. Ça va limiter les dégâts, si on pourrait le dire comme ça. Le Premier ministre avait dit que il avait décidé même qu'il n'entrerait pas dans le périmètre d'une nouvelle commission qui serait faite pour étudier le texte le soin de proposer une réécriture d'une disposition législative. Et voilà Castaner, Christophe Castaner, qui apparaît à l'Assemblée nationale et qui dit on va réécrire complètement l'article 24. Donc voilà le président du groupe parlementaire LRM qui contredit son Premier ministre, évidemment avec l'appui du président de la République. Donc là, c'est l'aspect chienlit, c'est l'aspect désordonné des choses. Et il y a l'aspect autoritaire qui demeure pas seulement dans cet article 24 qu'on a essayé plus ou moins d'édulcorer, mais qui reste. Et on a dit oui, mais il y a urgence. Il y a urgence. Je ne sais pas comment on mesure l'urgence, parce qu'il faudra en discuter au Sénat et ça durera au moins jusqu'au la fin de l'hiver 2021. Donc on voit mal comment il s'agit d'une urgence. Mais ça, c'est notre affaire. Ensuite, il y a la loi de programmation de la recherche, la loi LPR, qui a un article 3 qui va plus loin qu'un amendement déposé par un député centriste, qui pénalise le fait de troubler la tranquillité ou le bonheur d'un établissement universitaire. Donc, on a dit, pour le définir de façon simple, que la police pourrait rentrer dans l'université. C'est, comme on dit certains, la matraque dans la fac. Eh bien, oui, ça veut dire ça. La manière de le dire est imagée, mais ça veut le dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, et qui définira le bon ordre? Qui définira qu'il y a entrave d'un débat organisé? Qui le définira? Qui, dans un campus, définira cela? Alors que, je rappelle, ça prévoit 3 ans de prison pour l'occupation d'un campus. Donc, c'est un viol de nos libertés universitaires traditionnelles. En mai 68, ça n'avait pas eu lieu. Et surtout, il faut bien voir que c'est sur la base d'un délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences, en général,
que les forces de sécurité ont fait usage contre les Gilets jaunes de grenades explosives et d'armes mutilantes qui ont entraîné les atteintes physiques graves qu'on sait. 50 mains, 5 mains arrachées et environ une trentaine de personnes éborgnées. Ici encore, le texte utilisé repose sur l'intention, participation à un groupe en vue de commettre des violences. Donc, on a laissé dans certaines manifestations entrer des black blocs qui évidemment étaient équipés, armés, si on veut utiliser le critère subjectif, en vue de commettre des violences. Donc, on crée des conditions où, en mesurant l'intention, on peut faire à peu près ce qu'on veut, puisqu'on a les armes permettant de le faire. Et c'est Christophe Castaner qui a organisé cette politique de répression lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est lui aussi qui nous dit on va réécrire l'article 24. Donc, mais Gérald Darmanin, le ministre actuel de l'Intérieur, a publié son schéma national du maintien de l'ordre qui entérine pratiquement toutes les méthodes utilisées par Castaner. Donc, il y a cette continuité. Valls, ce qui a suivi, même Cazeneuve, pourrait-on dire, euh, Castaner et maintenant Darmanin, qui pratiquent une même politique. Donc il ne s'agit pas des hommes, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grave. Il s'agit d'une dynamique, d'un ensemble, qui est le résultat de cette soumission à un ordre de propriétaires financiers, on peut appeler ça la mondialisation financière, l'oligarchie financière, de propriétaires qui défendent leurs avoirs, sans inclure dans ce développement, parce qu'il est juste de défendre sa propriété si elle est légitime, bien entendu, mais il faut permettre aux autres d'y être intégrés. Or ici, on est presque dans ce que dans le livre premier de la République, Socrate discute avec Polémarque. Polémarque dit que la justice, c'est avantager, rendre service à ses amis et porter préjudice et nuire à ses ennemis. Donc là, on en est pratiquement venu à ça. Or, disons que il n'est juste de faire du mal à personne. Au contraire, il faut créer. Alors, évidemment, il y a des gens qui pensent à cela dans la police. Il y a des commissaires de police, il y a des policiers, mais ils n'osent pas trop parler parce que on sait que, il faut le dire, la vérité, hein, que très souvent les élections professionnelles dans les syndicats de police sont l'objet de manipulations et qu'ensuite il y a des pressions de la direction. Donc il ne faut pas culpabiliser la police, c'est faux. Il faut culpabiliser la façon dont un système est organisé et qu'il y ait des policiers qui commettent des actes répréhensibles et qui méritent soit d'être renvoyés de la police, soit la prison, comme c'est le cas actuellement par ceux qui ont eu une conduite absolument inadmissible vis-à-vis de ce producteur. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une question d'un système qui, de façon intrinsèque, de par sa façon même de fonctionner, punit ceux qu'elle a désignés comme ses ennemis. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'était patent. Et je dirais que c'est pourquoi ça trahit l'esprit républicain et l'esprit de nation. Parce que la nation, si on cerne ce qu'elle est, c'est l'alliance entre l'État et la liberté. Et quand il ne reste plus que l'État, et l'État qui réprime au nom d'une caste ou d'un groupe social, il n'y a plus la liberté, donc il n'y a plus la nation. Alors justement, oui, j'en profite parce qu'on avait invité hier soir sur notre Discord SCP Alexandre Langlois, donc tu as pu aussi lui poser au moins une question, mais lui, il a été dans la police nationale, il vient de démissionner et justement, il a combattu en fait au sein de la police cette dérive autoritaire que tu dénonces aussi très justement. Et alors une chose qu'il disait, c'est que dans l'article 24, certes, ils peuvent très bien l'enlever, mais en fait, il y a un autre texte apparemment qui dit que qui s'applique aux fonctionnaires publics qui n'ont pas le droit aussi d'être pris en photo. Donc en fait, il dit c'est une diversion par rapport
à quelque chose qui pourra très bien exister. Mais en tout cas, et c'est vrai qu'il rejoint ce que tu dis sur le fait que la police est instrumentalisée au profit d'un pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a dit là, je démissionne, je peux plus changer le système de l'intérieur, il faut que je le fasse de l'extérieur. Moi, Si tu moi, veux, Moi, je me vas-y. focaliserai moins sur cet article 24, parce qu'il y a d'autres articles. Il y a des articles 20, 21 et 22 dans la loi qui portent sur l'élargissement du cadre juridique de la vidéosurveillance, qui Oui. portent sur l'usage de drones pour contrôler les manifestations et les caméras piétons dont on pourra garder les images pendant au moins un mois. Si on dit un mois, peut-être on les gardera davantage. Je ne sais pas qui vérifiera. Hein, et qu'on gardera même si la personne euh, n'est pas accusée d'un délit public. On les gardera comme ça, comme souvenir. Donc ça fait partie d'un système, d'une société de surveillance dont on a vu les dégâts, les excès en Chine, les dégâts aux États-Unis. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France de façon plus hypocrite. C'est pour ça que je l'appelle la chienlit autoritaire. Et il y avait un troisième texte que tu avais abordé dans ta déclaration sur le terrorisme, en fait, sur l'idée que pour des raisons de lutte contre l'islamisme radical, on va finalement introduire une sorte d'inquisition, un peu qui va même au-delà de la religion. Alors, il y a ces deux lois, les deux premières lois dont nous avons parlé, qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Reste qu'elles passent au Sénat. Il y a cette troisième loi qui est pour conforter les principes républicains, toujours un vocabulaire euh, qui n'est pas nécessairement l'étiquette légitime du contenu. Euh, cette loi sera présentée le 9 décembre au Conseil des ministres. Elle est encore en discussion. Hein. Mais ce qu'on peut en savoir, c'est que il y a des textes en son sein qui sont, disons, des tranches dérapage. Par exemple, enfin, sous prétexte d'empêcher les dérives religieuses dans les écoles plus ou moins clandestines où s'enseigne le wahhabisme ou les thèses encore plus extrémistes djihadistes, l'article 18 du projet de loi interdit de fait la scolarisation à domicile. Aucun enfant de 3 à 16 ans ne pourra plus déroger à l'obligation de fréquenter un établissement public d'enseignement. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'enseignement privé à domicile. Alors moi, je ne suis pas partisan de l'enseignement privé à domicile, mais je suis partisan que les gens qui veulent le faire, s'ils respectent les programmes et la capacité de création de l'élève, puissent le faire. Ce n'est pas à l'État de se mêler de cela, parce que là, on dit que c'est pour un motif religieux, alors qu'on l'impose à tout le monde. La dérive est patente. Il y a aussi le fait que on entend interdire la politique dans les mosquées. C'est très bien, je prends la politique dans les lieux de culte. Mais comment on va le vérifier? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, je sais pas, vérifier l'identité de chaque fidèle? Je ne sais pas. Et ensuite, il y a le texte sur le délit qui est créé. On crée un délit qui est le délit littéralement religieux. Donc, moi, je pense que il n'y a pas les forces de sécurité et la justice n'ont pas à se mêler du caractère religieux ou pas d'un délit. Si le délit est effectué pour des raisons religieuses, on constate les éléments matériels de ce délit, on punit. Et il faut punir sévèrement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne va pas essayer de voir c'est parce qu'il est religieux, c'est qu'il ne l'est pas et pourquoi. Évidemment, il y a l'affaire de Samuel Paty. Mais je pense qu'un criminel est un criminel, un délinquant est un délinquant, et qu'il faut bien avant le punir. On peut chercher ses motivations devant un tribunal, mais on ne peut pas inclure cela sous une forme de délit dans une loi. Alors, je le dis d'autant plus librement que je pense qu'on est aujourd'hui, dans ces conditions économiques, sociales, culturelles de la société où on vit, dans un domaine où on a dénaturé la religion. Donc, c'est pas moi qui vais défendre la forme que prennent certains débats euh, vraiment religieux. Dans certains cas, quand on débat de questions scientifiques, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, on en a fait un problème, alors que c'est un médicament qui était prescrit depuis 40 ans, et c'est devenu une question
ni de raison, ni de science, ni sanitaire. C'est devenu une question littéralement de religion. Ou c'est bien, ou c'est mal. Ou on punit, parce qu'il faut punir ceux qui font le mal, ou c'est bien et il faut récompenser ceux qui font le bien. On retombe dans cette histoire de Polémarque, de Platon, et cette fausse notion de la justice dont se moque Socrate. Ou alors on passe à la justice, rapport de force, c'est Trasimaque dans la politique. Alors là, la politique, c'est la force, c'est imposé par la force aux autres. On a vu ce que ça fait, les dégâts au XXe siècle. Et on voit ces dégâts réapparaître aujourd'hui sous une autre forme, d'un état, je dirais, qui dérive vers un état total, ou pire, peut-être, ou aussi grave qu'un état totalitaire, l'état infantilise la population qui est totalement soumise à un corset dans lequel elle doit se maintenir. Et ce qui est perdu dans cela, je le souligne encore, c'est la liberté. La nation, c'est l'État qui doit maintenir un ordre public, bien entendu, et la liberté. Alors, on arrive à des discussions comme celles, certaines que j'ai vues hier soir, aujourd'hui, mais faut-il supprimer la police? Bien entendu que non. On a besoin d'une institution pour l'ordre public, mais elle doit être sous le regard des citoyens. Alors, actuellement, il y a la police d'e-police, l'IGPN, mais elle est constituée de gens pour vérifier si la police n'a pas outrepassé les conditions fixées par la loi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit des policiers jugés par des policiers. C'est les GPN dépend du ministère de l'Intérieur et elle a un budget qui est affecté de la même façon. Donc les gens qui sont là sont un peu jugés partis, même s'ils sont honnêtes. Par la force des choses, ils sont jugés partis. Donc il faudrait une inspection générale qui soit, je dirais, indépendante. Et à ce moment-là, on aurait quelque chose qui redonnerait confiance au peuple dans sa police. On a vu que le peuple avait confiance dans sa police au moment des attentats contre Charlie Hebdo, au moment des attentats du 13 novembre à Paris. Mais c'est perdu et c'est triste que ce soit perdu. Et je le dis pour ces policiers et ces gendarmes qui font très bien leur travail. Ceux-là, ils méritent l'attention et la considération du peuple, mais pas ce dérapage, pas ce dévoiement qu'encourage quelque part, consciemment ou pas, souvent, les gens qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. Et ces trois lois sont un élément de cela. Des gens en France, en justice, les juges doivent juger selon l'intime conviction. Hein, est en train un peu de dépasser ce qu'est la loi. Mais s'ils doivent juger des intentions selon l'intime conviction, là, on n'est plus dans le droit, on n'est plus dans le droit d'une république. Oui, c'est d'ailleurs ironique puisque dans l'affaire de la chloroquine, on a empêché aux médecins de prescrire selon leur intime conviction. On sait que aussi pour les maires, on a eu un maire donc Eugène Pérez qui a parlé de voilà du gang des com-com, c'est-à-dire que finalement il y a même plus de façon pour un maire de prendre des décisions avec son intime conviction. Donc on retire d'un côté l'intime conviction des gens qui font un travail et qui le font bien, et on le donne à des juges Alors, dans d'autres alors, il faut cas. être Donc clair sur cette je sais pas ce que question. tu. Je ne suis pas contre qu'on interdise aux médecins de prescrire du poison, s'il est prouvé que c'est du poison. Mais dans ce cas de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine, c'est quelque chose qu'on prescrit depuis 40 ans. Donc, on s'est trompé pendant 40 ans ou c'est autre chose. Et c'est Agnès Buzyn qui a fait interdire en mars par décret la délivrance de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine en ville. Bon, très bien, c'est du jamais vu. On contredit ce qu'on a fait pendant 40 ans. On a pu se tromper, hein, il y a des cas où on s'est trompé. Mais là, visiblement, non, on a toute une expérience qui montre que ce n'est pas le cas. Ensuite, elle a dit, ah non, 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 oui, on peut l'autoriser, mais sous la responsabilité du praticien et pour d'autres choses que le Covid. Alors, on a fait un test pour le Covid et on l'a fait dans des malades qui étaient déjà très atteints. Alors que l'hydroxychloroquine, si elle a un effet, n'aurait un effet que en début de maladie et associé à des antibiotiques. La citromycine, avait dit le professeur Raoult, ou d'autres antibiotiques. Mais non, là on décide, c'est non, c'est tout ou rien, c'est non. Et les pharmaciens même, lorsque ça a été finalement
autorisé à nouveau, qu'on a pu le prescrire, que les médecins ont pu le prescrire, des pharmaciens sont mis à le refuser. Donc là, on est dans quelque chose qui est dans la déraison mutuelle organisée. C'est quelque chose qui dépasse toute analyse qu'on pourrait faire de façon scientifique ou sanitaire. On a Bah, littéralement dans cela, il y a l'avocat. comme dit Oui, voilà, oui, j'allais dire. l'avocat Fabrice Dividio, et sur ça il a raison, c'est un homme de tempérament comme le professeur Raoult, mais il a raison sur cela, il dit qu'on est dans la logique religieuse, et pas la logique religieuse. Moi, je défends la liberté de religion dans le contexte de la loi de 1905, de la pratique de la religion, lorsqu'elle ne contredit pas l'ordre public. Mais là, c'est une religion dévoyée, c'est une religion qui fonctionne par anathème. Celui-là, il est mauvais, il mérite d'être poursuivi. Alors, évidemment, c'est le Concile de Trente. Lui, il a mentionné le Concile de Trente, où c'est la chasse aux sorcières aux États-Unis par le protestantisme lui aussi dévoyé. Donc, on a un vrai problème, et un problème d'autant plus grave que dans un monde où les religions fonctionnent ou ne fonctionnent pas d'ailleurs, il en reste cependant quelque chose, ayant perdu le sens de l'élévation de l'être humain. Et elles sont devenues des lieux où on punit le péché. Ou, dans la société, comme aux États-Unis, avec la cancel culture, la culture où on veut effacer l'ennemi, le punir, s'en débarrasser, eh bien, on est dans un contexte littéralement religieux, où on a perdu le sens de l'universel, et au lieu d'essayer d'élever l'esprit, on traque le péché à tout prix, en l'appelant pas péché, mais en lui donnant d'autres noms aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Conspirationnisme. Par exemple, conspirationnisme. Et on comprend qu'il y ait des conspirationnistes, car il y en a. On comprend que les gens se bricolent leur arrangement par rapport à ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'on leur dit? Dans le cadre de la police, dans le cadre de l'ordre public, on le voit. Un dévoiement du bien public. Mais dans le cadre de la pandémie, on leur dit voilà, pour aller à un supermarché, dans un hypermarché, pas de problème avec certaines spécifications. Pour aller dans le métro, très bien, c'est pour aller travailler. Très bien. Mais évidemment, il y a un danger. Donc, si vous avez des gens âgés chez vous, ne mangez pas au même endroit qu'eux et portez un masque chez vous. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis, dans d'autres lieux, dans les restaurants, par exemple, là, c'est dangereux. Dans un hypermarché, non, dans un restaurant, oui. Alors, est-ce qu'aller dans un restaurant obéit à des intentions mauvaises? Pas d'aller dans un hypermarché se nourrir, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un jugement que le droit n'a pas à imposer. Et en plus, il y a l'histoire de la religion, revenons-y, qui est très dangereuse, parce que ça crée une espèce de provocation. Et on dit 30 personnes seulement dans les églises. On dit qu'on s'est trompé, ou dans les mosquées. On dit qu'on s'est trompé. Parce que c'est réduit à un public de 30% dans les hyper ou les supermarchés, dit-on. Comment va-t-on le vérifier encore une fois? Est-ce que ce sont les fidèles du supermarché ou pas les fidèles, comme dans les églises, hein? Bon, là, dans les églises, on a dit 30 personnes. On a dit, bon, on s'est trompé, c'est pas 30%, on a dit 30. Et maintenant, on est revenu encore une fois sur la loi, c'était la chienlit autoritaire. Là aussi, chienlit. Et on a vu cette chose, disons, qui est terrible dans un pays républicain développé comme le nôtre, des chrétiens devoir aller dans la rue, masqués, disons, se côtoyant un peu trop d'après les contraintes de sécurité, et prier pour pouvoir entrer dans les églises. Là, on croit dans cet ensemble de choses à décrire, à voir le monde que décrivait Boccace dans le Décaméron, où les gens tout à coup perdent la raison dans un contexte de contraintes extérieures et de crise d'un monde. C'est pour ça qu'il faut en sortir par la raison. En France aussi, il y a l'Heptaméron de Marguerite de Navarre et aussi. Donc on a les mêmes choses dans ce monde-là. Et on s'en est moqué à une époque. Et je crois que la meilleure arme de tout ça, c'est l'humour, la moquerie, et en même temps le sérieux, en rappelant quels sont les principes par rapport à ce qui est fait et leur dévoiement. Et justement, oui, pour revenir sur la raison, on a effectivement, nous, une raison de se battre et
d'avoir encore un peu d'énergie, c'est que on a une alternative. J'invite tout le monde justement à aller voir cette feuille de route que l'on a sortie après le premier confinement et qu'on appelle tout le monde à commander pour pouvoir diffuser autour d'eux. Voilà, si vous cherchez de l'action, là on a un plan disons de relance, mais surtout de réorganisation complète du système financier, de l'économie, de la priorité de l'être vers l'être humain et vers son développement. Et on invite les gens à commander cette feuille de route et à nous appeler donc à notre standard pour se mettre à l'action, résister. Parce que cette inquisition, finalement, ces croyances qui sont en train de se répandre, elles vont au bout d'un moment nous paralyser et détruire peu à peu notre société. Justement, je voudrais terminer sur cette question tu as parlé au début des banques centrales, de la dictature des banques centrales. On parlait du péché, c'est un peu aujourd'hui, on doit racheter nos péchés en faisant de l'écologie, en faisant des investissements verts. Voilà, moi-même, j'ai fait une vidéo aussi, et toi aussi, Jacques, sur ces questions-là, sur comment dire, les crypto-monnaies de banque centrale, le Great Reset. Donc, je voudrais que tu conclues peut-être sur cette idée. Qu'est-ce qui finalement est le vrai problème sécuritaire de notre pays? Le problème sécuritaire, c'est que, je dirais, qu'il y aura 1 million de nouveaux pauvres à la fin de 2020. Ça, c'est l'immédiat, le court terme. Qu'on crée les conditions de l'insécurité par une politique sociale, une politique économique, une politique à tutelle financière qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres, pour résumer les choses de manière un peu simpliste, mais c'est comme ça, la tendance. Et une politique malthusienne, voulue à l'échelle du monde, où l'idée, c'est comme on n'investit pas dans ce qui permet d'assurer un futur, on ne pourra pas nourrir tout le monde, donc il faut réduire la population. Ça s'appelle le malthusianisme. C'est associé dans l'international à une vision qui s'appelle la géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants, et le gagnant doit essayer de rafler pratiquement toute la mise. Donc c'est l'ami ennemi dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement ce qui est projeté dans une forme de société qui oublie le bien public, qui a été l'acquis des valeurs chrétiennes dans notre société, qui est l'acquis du confucianisme en Asie, qui est l'acquis de la pensée grecque dans ce qu'elle avait de meilleur. Et cela, disons, est laissé au vestiaire dans notre société. Et alors, ce qui se passe pour de vrai sur le terrain, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, pour l'avenir, il y a aussi un risque, c'est ce qu'on appelle les fameuses organisations de la société avec le numérique, l'intelligence artificielle, le contrôle, une société de surveillance de masse qu'on a vu se développer aux États-Unis et qu'on a vu jusqu'au contrôle des portables d'Angela Merkel ou de François Hollande, qui n'ont pas beaucoup protesté d'ailleurs, parce que c'est la force, c'est les rapports de force, on ne va pas protester contre les États-Unis qui représentent la force. Donc voilà, et ce ne sont pas les États-Unis, hein, ce sont les services de renseignement et les finances qui contrôlent et les États-Unis et le Royaume-Uni, et qui forment cette oligarchie anglo-américaine, je dirais, telle qu'elle se manifeste, comme encore une fois Platon le disait, entre Bourdon, pourvu, comme il le dit lui-même, hein, Bourdon armé de dangereux aiguillons. Et les dangereux aiguillons qu'on a vus dans les répressions policières, c'est l'expression de cela. Donc, si on veut arrêter ces dérives, il faut aller au cœur. Et cette politique, c'est une politique de développement économique mutuel, une politique dans le monde de grands projets qu'on doit débattre et les principaux dirigeants du monde doivent se réunir pour le faire. Et dans chaque pays, nous devons vous battre pour qu'il y ait une vision politique différente, qui ne soit pas bisounours, qui ne soit pas utopique, mais qui soit réaliste, parce que le réalisme, c'est assurer le bien commun et des générations futures qui vivent mieux que nous. Merci Jacques. On invite donc les gens à commander notre feuille de route, à nous appeler pour résister face à cette déferlante financière et oligarchique et à lire donc ta déclaration sur la sécurité globale et voir comment est-ce que cette sécurité globale doit
doit se bâtir autour d'un vrai principe républicain, avec une banque nationale, avec un peuple qui peut orienter sa monnaie pour construire son avenir, et pas une dictature de banque centrale et de milliardaires qui font la loi. Donc merci beaucoup Jacques, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci, et comme disait en son temps le général de Gaulle, et la résistance, aidez-nous, aidez-nous. Parce que si vous ne nous aidez pas, ce monde qui vient sera ce qu'on a décrit dans cette émission. Merci, et appelez-nous. On vous répondra très rapidement.